Le personnage central de l'histoire de la faune de l'Arizona n'est pas une créature de fourrure ou de plumes, mais l'élément de l'eau. Sa présence et son absence sont la force ultime qui sculpte la Terre et dicte les conditions de l'existence. Là où l'eau coule, elle creuse des artères d'un vert impossible à travers un paysage desséché, créant de luxuriants couloirs riverains qui sont des points chauds de biodiversité, des mondes entiers en soi. Là où l'eau est rare, sa mémoire façonne chaque être vivant. C'est la pression déterminante qui a conduit à l'évolution d'un rat-kangourou qui n'a jamais besoin de boire, d'un saguaro qui stocke des tonnes d'humidité dans sa pulpe charnue et d'un crapaud à pattes en bêche qui peut rester en sommeil sous terre pendant des années en attendant une seule tempête donneuse de vie. Chaque stratégie de survie, de la chasse patiente du puma à la floraison éphémère d'une fleur sauvage du désert, est en fin de compte une réponse à la question fondamentale de l'eau dans un monde de soleil et de pierre. Le voyage à travers la nature sauvage de l'Arizona est une ascension à travers 3 grandes provinces physiographiques, chacune étant une scène unique pour les histoires de survie qui se déroulent quotidiennement. Le sud et l'ouest de l'État appartiennent à la province du Bassin et Chênes, un paysage d'une beauté saisissante de chaînes de montagnes parallèles, les îles du ciel et de larges vallées ensoleillées créées par l'étirement et la fracturation de la croûte terrestre. C'est le domaine du désert de Sonora, le désert le plus complexe sur le plan structurel et le plus riche en biodiversité d'Amérique du Nord. C'est un monde défini par la chaleur et l'aridité, mais béni par 2 saisons des pluies distinctes qui soutiennent un réseau de vie d'une complexité surprenante. Un endroit où l'évolution a produit certaines de ses solutions les plus créatives et les plus résilientes. Ces îles du ciel sont des joyaux biologiques, des chaînes de montagnes isolées s'élevant à des milliers de pieds du plancher du désert, créant des habitats frais et humides qui abritent des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les basses terres environnantes, vestiges d'un passé plus frais et plus humide. Vers le nord, le terrain s'élève brusquement, à certains endroits de milliers de pieds, le long de l'escarpement de Mogollon. Ces montagnes sont des capsules temporelles biologiques. Lorsque la dernière ère glaciaire a reculé, le climat ici dans les vallées est devenu plus chaud et plus sec. Mais là-haut, elle fait un geste vers le sommet. Il est resté frais et humide. Ainsi, les espèces qui couvraient autrefois le paysage se sont retirées vers le haut. Chaque île du ciel est devenue un refuge, un musée vivant préservant un monde qui a autrement disparu. Ce n'est pas une chaîne de montagnes, mais un escarpement colossal, une fracture déchiquetée dans la topographie du pays, s'étendant sur plus de 200 milles qui marque le bord sud du vaste plateau du Colorado. C'est la zone de transition, un carrefour biologique et climatique où les écosystèmes des Rocheuses rencontrent ceux de la Sierra Madre du Mexique. C'est une région d'immense tension et de richesse écologique, une ceinture verdoyante de vie couronnée par la plus grande forêt contiguë de pins ponderosa du continent, un monde gouverné par les brises fraîches et l'odeur du pin. Ce grand escarpement agit comme un mur climatique, forçant l'humidité du sud à s'élever et à se refroidir, créant les précipitations vitales qui entretiennent ces forêts. Au-delà de l'escarpement s'étend le plateau du Colorado lui-même, un bloc de croûte stable et surélevé soulevé comme une seule unité il y a des millions d'années. C'est un vaste plateau de roches sédimentaires rouges, oranges et blanches, une bibliothèque du temps géologique disséquée par de profonds canyons.
c'est un paysage d'une immense échelle et d'un temps profond, un désert élevé et froid qui abrite le Grand Canyon, où l'histoire de la planète est mise à nu. Ici, les histoires des prédateurs, des brouteurs et des charognards se déroulent sur fond d'horizon sans fin et de silence profond, un monde où l'exposition aux éléments est la règle première de l'existence. Dans chacun de ces mondes, la vie s'accroche à un équilibre fragile, régi par les mêmes défis omniprésents. Un cycle de sécheresse à long terme exerce une pression implacable sur chaque écosystème. La mousson d'été, une impulsion de vie dramatique et vitale arrivant du sud, est devenue de plus en plus imprévisible, modifiant les anciens rythmes de renouveau et de reproduction. Et partout, l'influence de l'activité humaine se fait sentir, un réseau de routes, d'habitats fragmentés et de paysages altérés qui présentent de nouveaux obstacles. C'est la scène de l'Arizona, une terre de contrastes extrêmes où les anciennes histoires de la géologie et du climat continuent de façonner la vie de ses habitants les plus sauvages. Peut-être qu'aucun résident n'est plus emblématique de cette communauté que le saguaro, qui est plus qu'une plante. C'est une architecture vivante, une espèce clé de voûte qui structure toute la communauté du désert. Sa présence cannelée et colonnaire est un témoignage de patience, chaque individu mature étant un écosystème en soi. Sa vie se déroule sur une échelle de temps qui défie la perception humaine. Pendant sa première décennie, un jeune saguaro peut ne mesurer qu'1 ou 2 pouces de haut, totalement dépendant de l'ombre d'une plante infirmière, comme un arbre palo-verde. Ce gardien le protège du soleil brutal, de la sécheresse de l'avant-été et des mâchoires des herbivores, créant un microclimat où le jeune plant a une chance. Cette période de tutelle peut durer des décennies. Ce n'est qu'après 75 ans qu'il pourrait faire pousser son premier bras, une chronique silencieuse des saisons des pluies passées. L'année du saguaro est un calendrier d'activités dans le désert. Alors que la chaleur intense et sèche de la fin du printemps s'installe, sa couronne éclate de fleurs blanches et cireuses qui s'épanouissent dans la fraîcheur de la nuit, libérant un parfum doux et musqué. Ce parfum est une invitation pour la chauve-souris à long nez moins, ces pollinisateurs cruciaux, migrant vers le nord depuis le Mexique, arrivent dans l'obscurité. Ils planent devant une fleur, leur longue langue cherchant un nectar riche, leur visage se couvrant de pollen qu'ils transportent au prochain cactus. À l'aube, les chauves-souris se retirent vers leur perchoir de jour et le quart de jour commence. Les appels de roucoulement des colombes à ailes blanches remplissent l'air. Tout leur cycle de renouveau est synchronisé avec cette saison d'abondance florale et fruitière. Les abeilles indigènes, irisées et bourdonnantes, continuent le travail que les chauves-souris ont commencé. Le tambour percutant d'un pic de gila fait écho à travers la bajada. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir, il s'agit de concevoir une maison, de ciseler une cavité de nidification parfaitement cylindrique dans la pulpe charnue du saguaro. Le cactus répond en formant un tissu dur et calleux autour de la blessure, créant une chambre étanche et isolée. Lorsque ces nids sont finalement abandonnés, ils deviennent des bottes de saguaro durcies, un bien immobilier de premier ordre pour une succession de locataires. La petite chouette elfe, la plus petite au monde, peut sortir d'une telle botte au crépuscule, ses yeux jaunes s'ajustant à la lumière déclinante avant de commencer sa chasse nocturne aux scorpions et aux coléoptères. Plus tard, alors que les fleurs cèdent la place à des fruits rouges rubis, le saguaro devient une salle de banquet.
Les fruits se fendent, révélant une pulpe dense en graines, offrant de l'humidité et de l'énergie aux coyotes, aux pécaris et à une foule d'autres créatures qui à leur tour dispersent les graines, recommençant le cycle. Sur les 40 millions de graines qu'un saguaro pourrait produire au cours de ses 150 ans de vie, peut-être qu'une seule survivra pour devenir un géant du désert, son ombre offrant un refuge aux créatures qui ont maîtrisé un genre différent de patience. Ainsi, vous le voyez, le saguaro est bien plus qu'un cactus. C'est un hôtel multigénérationnel, un restaurant et une pépinière tout en un. Un seul saguaro ancien a été le témoin silencieux de générations de chauves-souris et d'oiseaux dont l'existence entière est rythmée par sa vie. Il n'est pas seulement dans l'écosystème, il est le principe organisateur de l'écosystème. À l'ombre du saguaro, une créature du temps profond se déplace avec une délibération ancienne. Le monstre de Gila, une relique vivante dont la peau perlée de noir et d'orange est un avertissement vibrant. Sa vie est une leçon magistrale de conservation d'énergie, un rythme lent dicté par le pouls saisonnier de la pluie. Il passe jusqu'à 98% de son existence dans des terriers souterrains, une vie cachée à l'abri des extrêmes de température du désert. Son émergence au printemps est une affaire lente et méthodique provoquée par le réchauffement du sol. Il se déplace lourdement sur le sol du désert, sa langue fourchue clignotant constamment, goûtant l'air. Chaque coup de langue apporte des particules microscopiques dans sa bouche où elles sont lues par l'organe de Jacobson, construisant une carte chimique de son environnement, une image olfactive de nourriture potentielle. Il ne poursuit pas ses proies, il suit ses pistes d'odeur jusqu'à leur source. Ses cibles sont les vulnérables et les stationnaires, les nids de cailles, les terriers de lapins du désert, les couvées d'œufs de reptiles enfouis dans le sable. Son métabolisme est incroyablement lent, adapté à une existence de festin ou de famine. Il peut consommer jusqu'à un tiers de son poids corporel en un seul repas, stockant l'excès de graisse dans sa queue épaisse en forme de saucisse. Cette queue est une jauge de carburant visible, dodue après un printemps réussi, effilée après un long hiver d'inactivité. 3 ou 4 repas substantiels peuvent être tout ce dont il a besoin pour une année entière. Son venin puissant, délivré par des dents rainurées, n'est pas pour maîtriser ses proies, mais pour la défense, un dernier recours douloureux. La salive de cette ancienne créature détient également un secret moderne. Un peptide, l'hexandine 4, a été synthétisé pour créer une classe de médicaments révolutionnaires pour la gestion du diabète de type 2, un cadeau d'une vie vécue au ralenti. Mais tous ceux qui partagent son domaine rocheux ne dépendent pas du venin et de la patience. Certains trouvent leur salut simplement en adorant le soleil, une stratégie de défense passive perfectionnée par un autre ancien blindé de ce même paysage. Un autre reptile partage le domaine rocheux du monstre de Gila, mais le Chuckwalla suit un chemin plus doux et herbivore en tant que créature de pur soleil et de pierre. La journée de ce lézard au ventre de peau et au corps trapu est un rituel simple dicté par le soleil. Il émerge d'une crevasse rocheuse profonde le matin et trouve un endroit de prédilection pour se prélasser, inclinant son corps sombre et coriace pour absorber les rayons du soleil. Cette énergie solaire alimente son métabolisme, lui permettant de se déplacer et de se nourrir. Son régime alimentaire se compose entièrement de la manne éphémère du désert, des fleurs, des fruits et des feuilles de plantes comme le buisson de créosote et le brittlebush.
Le vrai génie du Chuckwalla ne réside pas dans l'agression mais dans la défense. Sa peau lâche est une adaptation clé. Lorsqu'une ombre de faucon passe au-dessus de sa tête ou qu'un coyote approche, le Chuckwalla se précipite vers la fissure rocheuse étroite la plus proche. Une fois à l'intérieur, il exécute une manœuvre remarquable. Il avale de l'air, gonflant ses poumons et dilatant son corps comme un sac de cuir. Cette inflation le cale si fermement dans le rocher qu'il devient presque impossible pour un prédateur de le tirer. C'est une défense passive et inamovible, une créature qui ne fait qu'un avec la forteresse de pierre qu'il appelle chez lui, attendant patiemment que le danger passe pour pouvoir à nouveau émerger pour adorer le soleil. Et c'est ce qui est si fascinant à propos de cet endroit. Vous avez tout un spectre de survie. La stratégie du Chuckwalla est de simplement disparaître, de faire partie du rocher. Mais à seulement quelques pieds de là, vous pourriez avoir un monstre de Gila qui se fie au venin ou un serpent à sonnette construit pour une embuscade parfaite. C'est un paysage d'extrême et il a produit une variété extrême et magnifique de solutions au problème de rester en vie. La tortue du désert est un autre maître de la vie lente, naviguant dans le même paysage avec une carapace de patience forgée au fil des millénaires. Sa carapace en forme de dôme, de la couleur du trottoir du désert, est une forteresse contre tous les prédateurs, sauf les plus déterminés. La tortue est un ingénieur ancien. Sa vie est centrée sur les terriers qu'elle creuse avec ses pattes avant puissantes en forme de pelle. Ces terriers ne sont pas de simples abris, ce sont des micro-environnements critiques, offrant un refuge contre la chaleur estivale mortelle et le froid glacial des nuits d'hiver. Une seule tortue peut utiliser des dizaines de terriers dans son aire de répartition et ces abris deviennent des ressources vitales pour d'autres habitants du désert, y compris les monstres de Gila, les serpents à sonnette et les hiboux des terriers. L'année de la tortue est un rythme silencieux d'activité et de dormance. Elles émergent après les pluies d'hiver et de printemps pour se nourrir de fleurs sauvages, d'herbes tendres et des coussinets juteux de cactus à la figue de Barbarie. Elles sont extrêmement adaptées pour conserver l'eau avec une grande vessie qui peut stocker une partie importante de leur poids corporel en eau et en déchets qu'elles peuvent réabsorber en cas de besoin. Lorsqu'elle est menacée, une tortue peut vider cette précieuse réserve d'eau comme mécanisme de défense, une décision potentiellement fatale en période de sécheresse. Leur vie se déroule sur des décennies avec certains individus vivant 80 ans ou plus. Mais cette longévité est trompeuse. Elles sont profondément vulnérables à la destruction de leur habitat, aux coups de véhicules sur les routes et à une maladie des voies respiratoires supérieures qui a dévasté les populations. Le rythme lent et régulier de la tortue du désert est maintenant une course contre la montre et l'impact humain. Alors que la tortue porte sa forteresse sur son dos, une autre créature ne compte pas sur la défense, mais sur une patience mortelle et la frappe parfaite, attendant enroulée dans l'ombre tachetée. Alors que la tortue compte sur la défense, le serpent à sonnette diamantin de l'Ouest est enroulé dans l'ombre tachetée d'un buisson de créosote, attendant comme une créature parfaitement adaptée au paysage thermique du désert. Il est plus actif pendant les heures les plus fraîches du matin et du soir, ou entièrement la nuit pendant le pic de l'été. Sa chasse est un modèle de patience et de précision sensorielle. Il se trouve en embuscade le long d'un sentier de rongeurs, sa peau à motif offrant un camouflage presque impeccable. Il n'a pas besoin de voir sa proie. Au lieu de cela, il sent le monde en infrarouge à travers des fosses l'oréal situées entre ses yeux et ses narines.
Ces organes de détection de la chaleur peuvent détecter des différences de température d'une fraction de degré, permettant au serpent de former une image thermique d'une souris ou d'un rat kangourou qui approche dans l'obscurité totale. La frappe est l'un des événements les plus rapides du monde naturel, un flou de mouvement lorsqu'il injecte un venin hémotoxique puissant. Il ne tient pas sa proie, il frappe, se rétracte, puis suit la piste olfactive de sa victime envenimée qui succombe bientôt. Le hochet emblématique au bout de sa queue n'est pas un signe d'agression, mais un avertissement sophistiqué. Composé de segments de kératine imbriqués, il est vibré des centaines de fois par seconde pour produire son bourdonnement distinctif, un signal clair à tout grand animal, y compris les humains, de garder ses distances. Il s'agit d'une arme de dernier recours, une façon énergivore d'éviter une confrontation physique coûteuse. Mais pour comprendre le chasseur, il faut d'abord comprendre sa proie choisie. Un fantôme ricochant qui semble défier les lois mêmes du désert. La cible principale du serpent à sonnette est souvent une créature qui semble défier la physique, le rat kangourou, une incarnation vivante de la survie dans un monde sans eau. Ce petit rongeur nocturne n'a jamais besoin de boire. Toute l'humidité dont il a besoin est produite métaboliquement à partir des graines sèches qu'il mange, un miracle biochimique. Ses reins sont hyper efficaces, produisant une urine qui est plusieurs fois plus concentrée que celle d'un humain, minimisant la perte d'eau. La nuit, il émerge de son terrier frais et humide pour se nourrir. Il se déplace par des sauts erratiques et ricochants, alimentés par d'énormes pattes arrière, couvrant jusqu'à 6 pieds en un seul bond. Ce mouvement imprévisible en fait une cible incroyablement difficile pour les hiboux et les serpents. Ses grands yeux offrent une excellente vision nocturne et son ouïe sensible peut détecter le léger bruissement des ailes d'un hibou. Il rassemble des graines dans des poches de joues externes, doublées de fourrure, les ramenant à son terrier pour les stocker dans des caches soigneusement organisées. Sa vie est un ballet nocturne d'une vitesse et d'une efficacité incroyables, une petite présence fantomatique qui est une pierre angulaire du réseau alimentaire du désert. Pourtant, dans ce réseau complexe, même les survivants les plus efficaces peuvent devenir la proie d'un chasseur dont le cycle de vie est une matière de cauchemar. Un éclair d'ailes bleu-noir métallique et un corps orange vibrant signalent la présence de l'un des insectes les plus redoutables du désert, la guêpe tarentule, un chasseur solitaire engagé dans un cycle de vie vraiment macabre. Sa cible est la tarentule redoutable. La guêpe patrouille sur le sol du désert, utilisant ses antennes pour détecter l'odeur du terrier d'une araignée. Quand une tarentule est trouvée, une bataille dramatique s'ensuit. La guêpe doit éviter les crocs de l'araignée tout en manœuvrant pour délivrer une piqûre. Cette piqûre est légendaire, classée parmi les plus douloureuses de tout le monde des insectes, délivrant une neurotoxine puissante qui paralyse l'araignée mais ne l'élimine pas. La guêpe entreprend alors la tâche herculéenne de traîner l'araignée immobilisée, qui peut être plusieurs fois son poids, jusqu'à un terrier pré-creusé. Là, elle pond un seul œuf sur l'abdomen de l'araignée et scelle la chambre. Lorsque la larve éclot, elle s'enfonce dans la tarentule vivante mais paralysée, la consommant de l'intérieur, gardant les organes vitaux pour la fin, pour garder son hôte en vie le plus longtemps possible. C'est une stratégie effroyablement efficace, une histoire d'horreur miniature qui se déroule quotidiennement dans le désert. Loin de cette terreur microscopique, un drame plus grand et plus rapide se déroule sur le sol du désert, une course-poursuite à grande vitesse entre un missile à plumes et les serpents les plus mortels.
Un drame beaucoup plus visible se déroule comme un flou de mouvements qui se précipite à travers le Hardpan, un missile à plumes sur des pattes en forme de Z, connu sous le nom de Grand Coureur. Cette légende du sol du désert est un membre de la famille des coucous qui a échangé le vol contre une vie terrestre d'une vitesse étonnante. Il peut sprinter à près de 20 miles par heure, utilisant sa longue queue comme gouvernail et frein pour faire des virages serrés. Cette vitesse n'est pas seulement pour s'échapper, c'est pour la chasse. Le coureur est un carnivore opportuniste avec un régime alimentaire notoirement large. Il mangera tout ce qu'il peut maîtriser. Des insectes, des scorpions, des lézards, des petits oiseaux et des rongeurs. Il est surtout réputé pour sa capacité à s'attaquer aux serpents à sonnette. Un coureur encerclera un serpent, les ailes déployées et les plumes ébouriffées pour présenter une cible déroutante tout en délivrant une série rapide de coups de bec pointus à l'arrière de la tête du serpent. Une fois le serpent étourdi ou éliminé, le coureur l'avale en entier, souvent avec la queue d'un grand serpent suspendu à son bec pendant des heures, alors qu'il digère lentement son repas. Ce sont des oiseaux curieux et intelligents qui forment des liens de couple monogames, défendant leur territoire toute l'année avec un appel distinctif et roucoulant qui descend en hauteur. Leur vie est un drame à grande vitesse joué sur la scène ensoleillée du désert. Mais que se passe-t-il lorsque cette scène se termine, s'élevant à des milliers de pieds dans un monde entièrement différent? Laissant la chaleur du désert derrière, le voyage monte dans l'air frais et parfumé de pins du Mogollon Rim, une grande division où l'expérience sensorielle est transformative. C'est la zone de transition, une ceinture verdoyante de vie couronnée par la plus grande forêt contiguë de pins ponderosa du continent. L'air est mince et vif, portant le parfum incomparable de la résine de pin, de la terre humide et des aiguilles en décomposition. Un après-midi chaud, les pins ponderosa eux-mêmes dégagent un parfum de vanille ou de caramel de leur écorce profondément fissurée. Le son dominant est le murmure du vent se déplaçant à travers des millions d'aiguilles de pin, un soupir constant et apaisant qui est le souffle de la forêt. Ici, dans les hautes terres, de vastes forêts prospèrent et le récit est centré sur la vie des mammifères qui les habitent et la force élémentaire qui façonne leur monde. Car dans ces hautes terres, toute vie naît et retourne finalement à un seul élément terrifiant et vivifiant, le feu. Pour comprendre ce paysage, il faut comprendre sa relation fondamentale avec le feu, une force élémentaire qui a historiquement agi comme un jardinier pour ces vastes forêts. Historiquement, ces forêts ont été façonnées par des incendies de surface fréquents et de faible intensité allumés par la foudre. Ces incendies ont dégagé le sous-bois, recyclé les nutriments et maintenu une structure ouverte, semblable à un parc avec de grands arbres ponderosa résilients espacés les uns des autres. L'odeur, après un tel incendie, était celle du renouveau. Cependant, un siècle de suppression des incendies a permis à ces forêts de devenir étouffées et denses, transformant le régime de feu naturel en un régime de méga-feux catastrophiques qui modifie la forêt. La santé de chaque créature dans cet écosystème est liée à la restauration de cette force de nettoyage ancienne. C'est dans le silence après un tel incendie, dans la nouvelle croissance et les espaces ouverts, que le vrai maître de ce paysage se déplace, un fantôme qui marche sur des pattes silencieuses. Un feu sain favorise la croissance des herbes et des plantes à fleurs qui nourrissent les wapitis et les cerfs, tandis qu'un feu catastrophique peut stériliser le sol pendant des décennies.
Sur fond de cette forêt moulée par le feu, une ombre se déplace. Le puma, le prédateur suprême de la région dont la vie est celle de la furtivité et de la solitude. Aussi connu sous le nom de lion de montagne ou cougar, ce fantôme patrouille un vaste territoire qui peut s'étendre sur des centaines de miles carrés. Son pelage fauve a la couleur des aiguilles de pin sèches et de la roche, le rendant presque invisible. Sa chasse est une traque méticuleuse. Le puma se déplace avec une grâce liquide, plaçant chaque patte avec un silence délibéré, utilisant chaque rocher et chaque bûche pour se couvrir. Ses puissantes pattes arrière permettent une accélération explosive et des bonds incroyables. La ruée finale est un spectacle d'athlétisme à couper le souffle, culminant souvent par une morsure à l'arrière du cou qui sectionne la moelle épinière de sa proie. Après avoir sécurisé un cerf ou un jeune wapiti, il traînera la prise vers un endroit isolé, la couvrant de débris forestiers pour créer une cache qu'il revisitera pendant plusieurs jours. Une femelle élève ses chatons tachetés seuls. Pendant près de 2 ans, elle est leur seule protectrice et enseignante. Les leçons sont progressives et vitales. Finalement, ils la rejoignent lors des chasses, observant sa technique, apprenant l'art de l'approche silencieuse et le moment final est décisif. La présence du puma est une force puissante qui façonne l'ensemble de l'écosystème à travers le paysage de la peur. Les wapitis et les cerfs évitent de se nourrir dans les fourrés denses où ils sont vulnérables. Cela permet aux saules et aux trembles de ces zones de grandir, de stabiliser les berges des cours d'eau et de créer un habitat pour les oiseaux chanteurs. Le puma, par ses patrouilles silencieuses, agit comme un architecte écologique. Il façonne le sol même sur lequel marche sa proie. Et cette proie, le sujet le plus commun de la chasse patiente du puma, est une créature aux oreilles énormes. Ce paysage de la peur est l'une des forces les plus puissantes de la nature. Il ne s'agit pas seulement du cerf que le puma attrape, il s'agit des milliers qu'il continue de faire bouger. En empêchant les troupeaux de s'attarder à un seul endroit, le puma protège par inadvertance les jeunes arbres et les arbustes, ce qui à son tour protège les rives des rivières de l'érosion. La présence d'un seul prédateur insaisissable se répercute sur la santé de toute la forêt. Les patrouilles silencieuses du puma façonnent le sol même sur lequel marche sa proie. Et cette proie, le sujet le plus commun de sa chasse patiente, est le cerf mulet. Une icône du paysage occidental instantanément reconnaissable à ses énormes oreilles en forme de mulet qui pivotent constamment pour capturer les sons les plus faibles. C'est une créature de bordure, prospérant là où la forêt rencontre les prairies et les pentes rocheuses. Contrairement au cerf de Virginie de Cou, plus petit et plus secret, le cerf mulet est plus ouvert dans ses habitudes, souvent vu en train de brouter en petits groupes à l'aube et au crépuscule. Son trait le plus distinctif est sa méthode d'évasion. Lorsqu'il est alarmé, un cerf mulet ne se contentera pas de courir. Il s'engage dans une démarche de liaison unique à 4 sabots appelée stotting, où il bondit dans les airs, ses 4 pieds quittant et atterrissant sur le sol en même temps. Cette façon de bouger, apparemment inefficace, permet au cerf de franchir les obstacles, d'avoir une meilleure vue et d'agir comme un signal honnête à un prédateur poursuivant qu'il est fort et en bonne santé. Et peut-être ne vaut-il pas la peine d'être chassé. Ce sont principalement des brouteurs, leur régime de brindilles et de feuilles, une différence cruciale par rapport aux wapitis qui paissent et qui partagent ces forêts.
Alors que les cerfs s'installent pour la nuit et que la dernière lumière s'évanouit des canyons, le monde diurne cède la place à un nouveau quart. Un chasseur différent émerge et son appel obsédant devient la vraie voix des canyons les plus profonds. Ce ululement fantomatique à 4 notes appartient à la chouette tachetée du Mexique, un oiseau des forêts anciennes et des canyons rocheux escarpés. La survie de cette espèce menacée au niveau fédéral est liée à la santé de ses écosystèmes matures, avec des yeux sombres fixés dans un disque facial circulaire et pâle et un motif moucheté qui la rend presque invisible contre l'écorce des arbres. La chouette tachetée est un maître de la furtivité nocturne. Ses plumes spécialisées ont des bords doux et effilochés qui étouffent ses battements d'ailes, lui permettant d'approcher ses proies en silence total. Depuis un perchoir, elle écoute avec une ouïe exceptionnelle, capable de localiser un rat de bois ou une souris qui bruissent dans la litière de feuilles en dessous avant de se laisser tomber dans une glissade silencieuse et mortelle. Parce que ces hiboux ont besoin de grands territoires non perturbés, leur présence est un baromètre pour la santé de la forêt et leur protection a été au centre des débats sur la conservation, soulignant le conflit entre l'extraction des ressources et la préservation des habitats anciens. Lorsque l'aube se lève et que la chasse silencieuse du hibou se termine, le sol de la forêt s'anime avec les sons d'une société différente, une volée d'oiseaux à plumes de bronze régie par un rituel communautaire et la recherche du repas du matin. Cette société appartient au dindon sauvage de Meriam, une sous-espèce adaptée de manière unique à l'ouest montagneux. Ces grands oiseaux puissants sont très sociaux, passant leur journée en volée, grattant à travers la litière de pin pour trouver des glands, des graines et des insectes. Leur plumage de bronze et iridescent clignote avec des verts métalliques, des rouges et des violets au soleil. À l'approche du soir, la volée se prépare pour l'ascension nocturne, s'envolant avec de puissants battements d'ailes pour se percher dans les branches hautes et sûres des pins ponderosa. Le printemps transforme la dynamique de la volée alors que le gloussement des mâles ou dindons résonne à travers la forêt. Ils s'engagent dans des parades nuptiales élaborées, éventant leur queue, gonflant leurs plumes et émettant un son profond et retentissant pour établir la dominance et attirer les poules. Pourtant, tous les habitants de la forêt ne comptent pas sur la vitesse, les volées ou le camouflage pour leur sécurité. Un résident se déplace avec un dandinement délibéré, protégé par une armure de 30 000 raisons d'être laissé seul. Ce dandinement délibéré appartient au porc-épic d'Amérique du Nord, une créature qui n'a pas besoin de vitesse pour survivre. Ce grand rongeur est armé de l'une des défenses les plus efficaces du règne animal, environ 30 000 piquants. Ses poils pointus et creux ont des barbes microscopiques à la pointe et contrairement aux mythes, ils ne peuvent pas être tirés. Lorsqu'il est menacé, le porc-épic tourne simplement le dos. Un léger toucher est tout ce qui est nécessaire pour que les piquants se détachent et s'incrustent dans un agresseur. Réchauffées par la chaleur corporelle, les barbes se dilatent et s'enfoncent plus profondément à chaque mouvement musculaire, créant une leçon douloureuse et inoubliable. Cette armure formidable permet au porc-épic un style de vie placide et herbivore. C'est un excellent grimpeur et pendant l'hiver, il subsiste sur l'écorce interne des pins, rongeant pendant des jours à partir d'un seul perchoir. Sa nature à mouvement lent est un témoignage d'une vie où la meilleure défense n'est pas de fuir, mais d'être simplement inattaquable. Ce monde de pins et d'ombre, cependant, cède finalement la place à un paysage encore plus ancien et exposé, où être inattaquable est un défi bien plus grand.
Vers le nord, le dernier voyage nous amène aux vastes hauts plateaux arides du plateau du Colorado, un paysage d'une échelle immense où la survie dépend de sens aiguisés et de l'endurance. C'est un désert élevé et froid de mésasses et de canyons profonds où le ciel est dominant et le silence est une présence physique. La vie ici est adaptée à l'ouverture et à l'exposition. C'est ici, dans cette immense vacuité, qu'un son autrefois réduit au silence est revenu, le hurlement d'une créature qui incarne la complexité sociale et une récupération fragile et durement gagnée. Ce hurlement appartient au loup gris du Mexique. Autrefois extirpé de la nature, El Lobo est revenu grâce à un programme de réintroduction minutieux. C'est la sous-espèce la plus rare de loup gris en Amérique du Nord et la meute est une famille élargie liée par une loyauté profonde. Leur hurlement n'est pas seulement un appel dans la nuit. C'est une colle sociale, une façon de célébrer l'unité de la meute. Une chasse au wapiti est un chef-d'œuvre coopératif d'intelligence et d'endurance, car la meute travaille comme une seule entité pour tester un troupeau et exécuter une chasse stratégique. Cette histoire de retour, cependant, est hantée par un goulot d'étranglement génétique sévère. Toute la population sauvage descend de seulement 7 fondateurs, ce qui rend leur survie à long terme dans ces terres ancestrales une entreprise précaire. Alors que le loup se bat pour reconquérir la terre, un survivant différent, une créature de l'âge des mammouths, reconquiert le ciel. Haute au-dessus des gouffres où ces loups errent, une ombre avec une envergure de près de 10 pieds glisse sur les courants d'air, le condor de Californie, un survivant du Pléistocène. Cet oiseau planait autrefois au-dessus d'un paysage peuplé de mammouths. C'est un maître du vol plané, utilisant ses ailes immenses pour chevaucher les termiques pendant des heures, couvrant de vastes distances dans sa recherche de nourriture. En tant que charognard obligatoire, il est l'équipe de nettoyage du canyon. Sa tête chauve, une adaptation cruciale pour se nourrir profondément à l'intérieur d'une carcasse. Poussé à l'extinction dans la nature dans les années 1980, le condor a été ramené dans ses cieux grâce à un effort monumental d'élevage en captivité. Pourtant, leur liberté est conditionnelle. Leur plus grande menace est invisible, l'empoisonnement au plomb dû à l'ingestion de fragments de munitions dans les restes d'animaux qu'ils mangent. La vue d'un condor, avec son étiquette d'aile numérotée contre l'immensité du canyon, est un symbole à la fois d'endurance ancienne et de fragilité moderne. Mais là où le condor représente une maîtrise du charognage, un autre rapace règne sur ces mêmes cieux par une pure puissance prédatrice et une vitesse à couper le souffle. Alors que le condor est un maître charognard, un nettoyeur patient des eaux du monde, l'aigle royal est le prédateur aérien suprême du plateau, une vision d'élégance féroce et indomptable. Mais le voir simplement comme un chasseur, c'est passer à côté de l'essentiel. Le voir, c'est être témoin d'une incarnation vivante de la puissance du ciel. Avec une envergure qui peut dépasser 7 pieds, ce puissant rapace ne se contente pas de voler. Il commande l'air, planant en cercles hauts et patients ou perché sur le bord d'une falaise comme un monarque à plumes. De ce point de vue, sa vue légendaire, plusieurs fois plus perçante que la nôtre, scanne le sol en dessous. C'est un regard qui ne manque rien, une merveille biologique capable de repérer le tic nerveux de l'oreille d'un lièvre à queue blanche à plus d'1 mile de distance. Ce qui se passe ensuite est un spectacle de physique et de perfection prédatrice. L'attaque, connue sous le nom de plongeon, n'est pas un vol mais une chute.
plissant ses ailes en une lame, l'aigle plonge vers sa cible, un coup de tonnerre de plumes et d'os, à des vitesses approchant un étonnant 150 miles par heure. L'air s'échappe de sa forme. Pour les lièvres à queue blanche, les marmottes et les chiens de prairie en dessous, il n'y a rarement pas d'avertissement, seulement une ombre finale. Mais l'ambition de ce rapace ne s'arrête pas là. Il est tout à fait capable de s'attaquer à des animaux aussi grands que le renard ou même les faons de serre. Ses pieds ne sont pas faits pour se percher, ce sont des armes redoutables. De longues serres en forme de faux, soutenues par un muscle écrasant, peuvent exercer des centaines de livres de pression par pouce carré, une prise qui peut sectionner une colonne vertébrale et envoyer sa proie sur le champ. Pourtant, ce chasseur féroce vit selon un code de loyauté profonde. Les aigles royaux forment souvent des liens de couple à vie, un partenariat qui dure des décennies. Ensemble, ils construisent d'énormes nids ou errent sur les parois de falaises les plus inaccessibles, revenant année après année au même rebord sacré. Ils ajoutent à la structure chaque saison jusqu'à ce qu'elle devienne une forteresse massive et emmêlée de bâtons pesant plus de 1000 livres, un témoignage d'une dynastie. Ce sont les tyrans incontestés du ciel du plateau, des symboles vivants d'un pouvoir sauvage qui ne répond à personne d'autre qu'au vent. Plus profondément dans le paysage, dans les forêts de pins pignons et de genévriers qui couvrent de vastes étendues du plateau, un autre type de souveraineté règne. Ici, une volée bruyante et sociable de jets bleu-gris se déplace à travers les arbres, non pas en tant que dirigeant, mais en tant que propre planteur et cultivateur de la forêt. Vous êtes-vous déjà demandé comment une forêt pense ? Vous pourriez trouver la réponse dans leur esprit collectif. Cette espèce particulière de corvidés a une existence entière qui est inextricablement liée au pin pignon. En automne, à mesure que les cônes s'ouvrent, les geais s'engagent dans une récolte frénétique, presque délirante, de noix de pignon. Un seul jaille, utilisant une poche spéciale dans sa gorge, peut transporter des douzaines de noix à la fois et au cours d'une saison, peut en cacher plus de 20 000. Il les enterre en petites grappes sur des milliers d'acres, une tâche de distribution et de rappel apparemment impossible. Mais ce n'est pas aléatoire. Les geais possèdent une mémoire spatiale extraordinaire, une carte cognitive de leur monde si détaillée qu'elle défie la compréhension, leur permettant de relocaliser une partie importante de leur cache tout au long des mois maigres de l'hiver et du printemps. Et qu'en est-il des noix qu'ils ne parviennent pas à récupérer ? Celles-ci ne sont pas perdues, elles sont parfaitement plantées, positionnées pour germer et assurer la régénération de la forêt même dont elles dépendent. Cette relation symbiotique est le cœur ancien et battant de leur monde. Leur structure sociale est tout aussi remarquable, avec des volées de plusieurs centaines d'individus se comportant comme un seul organisme cohérent. Ils sont en conversation constante, un flux d'appels durs et criards qui transmettent des informations sur la nourriture, les prédateurs et l'ordre social. Les écouter, c'est entendre le propre système nerveux de la forêt à l'œuvre. Ils sont la mémoire intelligente et collective de cet endroit, assurant son avenir une graine oubliée à la fois. Ce que vous voyez réellement avec les geais et les pins, c'est la coévolution dans sa forme la plus pure. Les oiseaux ont façonné l'endroit où la forêt pousse, et la forêt, à son tour, a façonné l'esprit de l'oiseau, récompensant cette mémoire incroyable, presque incroyable. Les deux espèces sont si profondément liées maintenant que vous ne pouvez pas vraiment raconter l'histoire de l'une sans raconter l'histoire de l'autre. Leurs destins sont complètement liés. Sur les hautes prairies du plateau du Kaibab, bordant le North Rim du Grand Canyon, une forme hirsute et formidable se déplace à l'horizon.
une silhouette qui semble ancienne et profonde, le bison d'Amérique, le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Ce ne sont pas des fantômes d'un passé oublié, mais un troupeau vivant et respirant qui est revenu dans ce paysage, un seul chapitre d'une histoire de quasi-extinction et de récupération miraculeuse à l'échelle du continent. Se tenir près d'un taureau adulte, c'est sentir le sol trembler. Il peut mesurer 6 pieds de haut à l'épaule et peser 1 tonne, une créature d'une puissance immense, ébranlant la terre et pourtant d'une agilité surprenante. Les bisons sont des brouteurs par excellence, leur large bouche parfaitement adaptée pour consommer de vastes quantités d'herbes. Mais leur rôle n'a jamais été seulement de manger. Leur rôle historique était celui d'un architecte paysagiste. Leurs habitudes de pâturage, leurs migrations tonitruantes et même leurs habitudes quotidiennes ont façonné la structure même des prairies d'Amérique du Nord pendant des millénaires. Leur comportement de se vautrer, de rouler dans des dépressions poussiéreuses pour se débarrasser des parasites et des manteaux d'hiver, crée des micro-habitats uniques qui retiennent l'eau et qui deviennent le foyer d'une foule de plantes et d'insectes. Ils vivent dans des troupeaux matriarcaux complexes avec de vieilles vaches sages dirigeant les groupes familiaux, tandis que les taureaux vivent souvent solitairement ou en petits groupes de célibataires. C'est-à-dire jusqu'aux rutes d'été, lorsque les plaines sont remplies de leurs beuglements profonds et gutturaux et que les affrontements choquants et violents entre mâles résonnent sur des miles. La présence de bisons ici est plus qu'un simple succès écologique. C'est un puissant rappel du patrimoine sauvage du continent et du potentiel fragile mais persistant de restauration. Mais la vie sur les hautes plaines ne prospère pas seulement à la surface, mais dans un monde caché juste en dessous. Bas au sol et construit comme un coin de muscles poilus, le blaireau d'Amérique est le maître incontesté de l'excavation. C'est une créature d'une puissance immense et d'un tempérament féroce et sans compromis, un carnivore fouisseur qui gagne sa vie en creusant. Son corps entier est un témoignage de son style de vie souterrain, des pattes courtes et immensément puissantes, armées de griffes avant extraordinairement longues qui ne cessent de grandir. Un corps aplati et musclé qui lui permet de se frayer un chemin à travers le sol, et des 3e paupières translucides qui agissent comme des lunettes naturelles pour protéger ses yeux de la saleté volante. Un blaireau peut creuser à travers la terre durement tassée avec une vitesse étonnante et explosive, disparaissant de la vue en quelques minutes alors que le soleil éclate derrière lui. Mais ce creusement est rarement pour un abri, c'est pour la chasse. Il s'attaque aux autres animaux fouisseurs des plaines, chiens de prairie, écureuils terrestres et gaufres à poche. Un blaireau fera le siège d'un système de terriers, ses griffes déchirant la terre dans une averse de sol et de pierres, une image de détermination implacable et obstinée. Une fois qu'un blaireau a choisi sa cible, sa proie n'a presque aucune chance de s'échapper. Son caractère notoirement féroce signifie qu'il a peu d'ennemis naturels. Quand il est acculé, un blaireau devient un tourbillon de fureur, sifflant comme de la vapeur qui s'échappe, grognant et libérant un musc nauséabond dans une démonstration formidable qui peut dissuader même de grands prédateurs comme les pumas. Mais ce creuseur solitaire détient l'un des plus grands secrets de la prairie. Dans l'un des partenariats les plus inhabituels de la nature, les blaireaux sont parfois observés chassant en coopération avec les coyotes. Comment cela est-il possible? L'alliance est un chef-d'œuvre de stratégie létale. Le blaireau creuse pour faire fuir les rongeurs d'en bas et le coyote, plus rapide et plus agile, les attrape s'ils se précipitent vers la surface.
C'est un pacte temporaire et brutal entre deux chasseurs suprêmement qualifiés des plaines ouvertes. Debout, immobile dans les bas-fonds, le grand héron bleu est la sentinelle patiente et préhistorique du bord de la rivière. Il peut mesurer 4 pieds de haut, une silhouette mince de plumes gris-bleu, un long cou de serpent et un bec en forme de poignard. Sa stratégie de chasse est une leçon magistrale d'immobilité et de vitesse explosive. Pendant de longues minutes, il reste aussi immobile qu'une statue, ses yeux jaunes perçants balayant l'eau à la recherche du moindre scintillement de mouvement. Il surveille les poissons, les grenouilles ou même les petits serpents. Lorsque la proie est à portée, le cou du héron se déroule avec une vitesse fulgurante, son bec frappant l'eau pour empaler ou attraper sa victime. Un coup de tête rapide et le repas est avalé en entier. Ces oiseaux sont les maîtres de leur domaine, des chasseurs généralement solitaires qui s'installent et défendent des territoires d'alimentation le long de la berge. Pourtant, ils sont des nicheurs communaux. Hauts dans la canopée des plus grands peupliers, ils construisent de grands nids de bâtons désordonnés dans des colonies appelées héronnières. Le gloussement rauque et guttural de dizaines de couples nicheurs et de leurs petits peut remplir l'air sur des centaines de verges, un contraste saisissant avec la patience silencieuse de la chasse. La présence du grand héron bleu est un signe d'une rivière en bonne santé, un monument vivant au drame silencieux et mortel qui se déroule quotidiennement dans les bas-fonds. Plus profondément dans le système fluvial, le castor d'Amérique est à l'œuvre, non pas seulement vivant dans l'habitat, mais le créant activement. Autrefois presque éliminé de l'Arizona, il a fait un retour remarquable, en particulier le long des rivières San Pedro et Verde. C'est l'ingénieur de l'écosystème par excellence, un rongeur dont l'industrie remodèle le paysage même. Son travail commence par son trait le plus célèbre, la construction de barrages. Utilisant ses incisives puissantes et auto-affûtantes, un castor peut abattre un saule de 6 pouces de diamètre en quelques minutes. Il traîne ensuite les branches et les rondins dans le ruisseau, les tressant ensemble et plâtrant la structure avec de la boue et des pierres. Le but du barrage est de créer un étang profond et calme. Cet étang offre une protection contre les prédateurs, comme les coyotes et les lynx, et permet d'accéder à la résidence principale du castor, un grand lodge construit de bâtons et de boue avec une entrée sous-marine. Mais les effets de cette ingénierie liquide se propagent dans tout l'écosystème. Le barrage ralentit le débit de la rivière, réduisant l'érosion et permettant aux sédiments de se déposer. L'étang recharge les eaux souterraines, augmentant le niveau de la nappe phréatique et permettant à la forêt riveraine de s'étendre. L'eau calme et peu profonde et les bords marécageux créent une zone humide vibrante, offrant un habitat idéal pour les poissons, les amphibiens, la sauvagine et d'innombrables insectes. En créant un étang, une seule famille de castors peut transformer un tronçon de simple ruisseau en une zone humide prospère et à plusieurs couches, un point chaud de biodiversité qui témoigne du pouvoir profond de cet humble ingénieur qui travaille dur. Haut dans le ciel au-dessus de la rivière, une icône beaucoup plus célèbre tourne sur des ailes larges et puissantes, l'aigle chauve nichant dans le désert. Bien qu'il soit généralement associé aux lacs et aux côtes du Nord, l'Arizona abrite une population unique et résiliente qui a adapté sa vie au climat chaud et aride et à la topographie accidentée de l'État. Au lieu de nicher au sommet d'arbres massifs qui sont souvent rares, de nombreux aigles de l'Arizona construisent leurs énormes nids sur des parois de falaises inaccessibles et des pinacles surplombant les rivières Salt et Verde.
Ces nids, appelés aires, sont utilisés année après année, les aigles ajoutant de nouveaux matériaux chaque saison jusqu'à ce que les structures puissent peser plus d'1 tonne. Leurs vies sont régies par la richesse de la rivière. Leur nourriture principale est le poisson, qu'ils arrachent de la surface de l'eau avec leurs puissantes serres dans une démonstration dramatique de chasse aérienne. Ils planent haut au-dessus de l'eau, repérant un poisson à une grande distance, puis plongent dans un piquet contrôlé, leurs serres étendues. Ils sont également opportunistes, se nourrissant de sauvagines, de tortues ou de charognes lorsque l'occasion se présente. Le rétablissement de l'aigle chauve en Arizona, à partir de seulement une poignée de couples reproducteurs dans les années 1970, est une histoire de réussite majeure en matière de conservation. Un symbole de résilience sauvage et de l'importance cruciale de protéger les couloirs fluviaux de l'État. À mesure que le crépuscule s'installe, les chasseurs diurnes cèdent la place aux créatures de la nuit. Peut-être aucune n'est plus emblématique de la vie nocturne du couloir riverain que le raton laveur. Avec son visage familier masqué de noir et sa queue annelée, le raton laveur est une créature d'une intelligence et d'une adaptabilité suprême. Sa caractéristique déterminante est ses pattes avant, qui sont d'une sensibilité exquise et fonctionnent presque comme des mains humaines. Ce sens tactile est si aigu que le raton laveur se nourrit souvent au toucher, sondant le long du bord de la rivière, sous les rochers et dans les rondins creux pour trouver des écrevisses, des grenouilles, des insectes et des escargots. Son célèbre comportement de rinçage, de rincer la nourriture dans l'eau, ne consiste pas à nettoyer, mais à améliorer ce sens du toucher. Mouiller ses pattes augmente leur sensibilité, donnant au raton laveur une tactile plus claire de ce qu'il est sur le point de manger. C'est un véritable omnivore, son régime alimentaire changeant avec les saisons pour inclure tout, des poissons et des œufs d'oiseaux au baies, aux noix et aux gousses sucrées des arbres mesquites. Son esprit intelligent et résolvant des problèmes et son régime généraliste lui ont permis de prospérer dans ces riches couloirs. Un témoignage du succès évolutif d'être un opportuniste curieux et adaptable. Caché dans les fonds troubles des mares et des eaux mortes de la rivière se trouve la tortue des boues de Sonora, une créature dont la lignée remonte à des millions d'années. Ce petit reptile sans prétention, ne mesurant généralement pas plus de 6 pouces de long, a une carapace lisse et brun-olive. C'est un véritable généraliste aquatique, un charognard omnivore qui joue le rôle vital d'une équipe de nettoyage. Il marche le long du fond, sondant la boue avec sa tête, se nourrissant d'insectes aquatiques, d'escargots, de charognes et de matières végétales submergées. Sa vie est un mélange d'activités aquatiques et de nécessités terrestres. Les femelles doivent quitter l'eau pour creuser des nids dans le sol sablonneux de la berge où elles pondent leur couvée d'œufs. Mais l'adaptation la plus remarquable de la tortue est sa capacité à survivre aux sécheresses punitives du désert. Si une mare ou un ruisseau commence à se dessécher, la tortue des boues de Sonora peut se déplacer par voie terrestre pour trouver un nouveau plan d'eau. Si aucun n'est disponible, elle s'enterrera profondément dans la boue fraîche et humide et entrera dans un état de dormance appelé estivation, ralentissant son métabolisme jusqu'à un rythme lent et attendant patiemment le retour des pluies. Cette capacité à endurer en fait un véritable survivant, un lien silencieux et blindé avec le passé ancien de la rivière.
Ce voyage à travers les paysages de l'Arizona révèle une tapisserie d'interdépendance, un réseau de vie où chaque espèce est connectée à son environnement et aux autres de manière profonde. De la pollinisation du saguaro par la chauve-souris à la plantation de la forêt par le jet pignon et des terriers du chien de prairie qui abritent des hiboux aux victimes du puma qui nourrissent des condors, la santé de ces écosystèmes réside dans l'intégrité de ces liens. Un fil conducteur unit toutes ces histoires, l'influence omniprésente de l'eau. La sécheresse à long terme, intensifiée par un climat changeant, est le facteur de stress silencieux qui affecte toutes les espèces. Dans une terre définie par l'aridité, la lutte pour l'eau, de la tortue qui la stocke dans sa vessie aux wapitis qui migrent vers les ruisseaux d'été, et la lutte pour la vie elle-même. L'équilibre délicat entre ces écosystèmes anciens et les pressions du monde moderne est de plus en plus précaire. La fragmentation de l'habitat due aux routes et à l'étalement urbain coupe les anciennes routes de migration pour les wapitis et les antilopes. La suppression des régimes de feu naturels étouffe les forêts du Mogollon Rim, tandis que l'augmentation des températures les rend plus vulnérables aux incendies catastrophiques et aux infestations d'insectes. Les histoires du loup et du condor en particulier soulignent une vérité fondamentale. Même dans les paysages les plus sauvages, l'avenir de la faune est maintenant inextricablement lié aux décisions humaines et à l'action de conservation. Leur retour du bord du gouffre est une source d'espoir, mais leur existence continue est une responsabilité. Le puma qui se glisse à travers la forêt, le bison qui broute sous un vaste ciel et la guêpe tarentule qui traîne sa proie paralysée sont tous des symboles d'une nature durable et indomptée. Ils sont l'incarnation vivante de millions d'années d'adaptation à une terre difficile et magnifique. Pourtant, leur persistance dans un monde en mutation dépend d'une compréhension plus profonde, d'un plus grand sens de l'intendance et d'un plus grand respect pour les fils fragiles qui les lient au ciel et à la pierre de l'Arizona. Toutes ces histoires nous posent une question fondamentale. Nous jouons maintenant un rôle dans chacune de ces connexions, que nous le voulions ou non. La survie de ces systèmes anciens n'est pas seulement un problème scientifique, c'est un problème moral. Cela nous force à décider ce que nous apprécions et à reconnaître que leur résilience et la nôtre sont, en fin de compte, la même histoire.